Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Ça fait des mois que mes proches me disent « Nathan, faut que tu regardes ce truc-là, American Horror Story ». Le souci, c'est qu'en Belgique, la série est pas disponible sur Netflix. Pourquoi? J'en sais rien et Cajou non plus, mais c'est ainsi. Avec NordVPN toutefois, tu peux faire croire à Netflix que tu vis aux États-Unis et ainsi accéder à tout le catalogue états-unien, incluant American Horror Story. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui regardent cette série, mais purée, c'est horrible, et je compte bien regarder toutes les saisons cet automne et hiver. Autre série, moins connue et que j'ai découverte pendant le confinement début 2020, Pause. C'est pour moi la découverte de l'année. La série est assez difficile à décrire, mais en gros ça se passe à New York dans les années 80 où l'on suit les déboires de personnages transsexuels. Pour la petite histoire, je l'ai très vite recommandé à Chris, un de mes meilleurs fans, coucou Chris, qui vit à Marseille. Pas de bol toutefois, il s'est avéré que la série n'est pas disponible en France. La solution a toutefois été vite trouvée. NordVPN. Et comme on peut avoir jusqu'à 6 appareils simultanés chez eux, eh bien j'ai partagé mon compte avec Chris. NordVPN, c'est le compagnon idéal à Netflix. Si vous prenez un abonnement de 2 ans avec le code CHASSEPTIQUE, je vous ai mis tous les liens utiles sous la vidéo, ça vous reviendra à 3€ et des poussières par mois. Partagez le compte avec 5 de vos amis et vous en serez quitte pour environ 50 centimes chacun. Vous aurez en outre un mois gratuit d'utilisation, et si jamais vous trouvez que c'est pas un bon service, vous aurez la possibilité de tout annuler durant les 30 premiers jours. Il y a quelques années, la blogueuse Vani Hari nous dit, à propos de ce qu'on retrouve dans notre nourriture, si un enfant ne peut pas en prononcer le nom, mieux vaut repousser l'assiette. Je crois que de tous les arguments douteux qui circulent autour de nous, l'un des plus persistants, c'est l'appel à la nature. Il ne se passe pas une semaine, pas un jour, sans que nous y soyons confrontés via une publicité cherchant à nous vendre un truc étiqueté naturel, ou via un proche plein de bonnes intentions qui nous vante les mérites d'une médecine naturelle. L'appel à la nature, c'est défendre un objet ou une idée en raison de son caractère naturel. Dans sa forme la plus extrême, cela consiste à activement dévaloriser les choses perçues comme non naturelles, par exemple certains pesticides ou des bonbons de couleur fluo. Le problème, c'est que ce qui rend quelque chose plus ou moins naturel, c'est pas toujours très clair. Il y a par exemple ce reportage néerlandais que j'ai bien aimé, où un vendeur de matelas naturel annonce utiliser du latex naturel directement obtenu des arbres, s'opposant ainsi au matelas non naturel, selon lui, à base de latex synthétique, issu de l'industrie pétrolière. Mais voilà, un autre vendeur de matelas naturel, lui, n'est pas d'accord. Selon lui, le latex, c'est chimique, peu importe que ce soit obtenu des arbres ou de l'industrie pétrolière. Sa solution à lui, c'est de faire le matelas à base de fibres de coco, mais aussi, comme lui arrachera le journaliste, d'un peu de latex quand même, parce qu'apparemment c'est dur de faire des matelas sans le moindre latex. Les choses empirent quand on se rend compte que même pour les trucs où la limite entre naturel et pas naturel est plus claire, ce qui est classé naturel n'est en fait pas nécessairement bon, et ce qui est classé, disons, chimique, n'est pas nécessairement mauvais. Vous pourriez me dire que d'accord, il y a des exceptions, certains trucs chimiques sont bons et certains trucs naturels ne le sont pas, je vous répondrai que moi, je ne crois pas que ce sont des exceptions, et que simplifier les choses en croyant le contraire, c'est ouvrir la porte à de fameux dérapages. Revenons-en à la règle énoncée par Vani Hari. Selon cette règle, nous devrions par exemple nous abstenir de consommer toute nourriture contenant du 3-glucoside de pélargonidine, vu qu'il y a peu de chances qu'un enfant ou un adulte arrive à en prononcer le nom. Nous voilà privés de nombreux fruits, dont les fraises qui contiennent ce bazar. Il ne s'agit en fait que d'un colorant rouge par défaut présent dans plusieurs fruits. Mais quand bien même on serait convaincu du bien fondé de la règle de Vani Hari et qu'on balayerait les critiques des vieux grincheux dans mon genre, j'ai une mauvaise nouvelle. Les producteurs de nourriture ont de toute façon déjà trouvé la parade. Je ne sais pas si c'est aussi le cas en France, mais en Belgique et aux Pays-Bas, on voit de plus en plus apparaître des trucs bizarres sur les étiquettes. Du genre, de la fibre de bambou ou de l'extrait de grenade dans la viande transformée. L'industrie agroalimentaire est bien consciente des considérations parfois très superficielles des consommateurs, et s'est donc lancée dans l'élimination des ingrédients au nom imprononçable. Comment? Partout où c'est possible, ces ingrédients sont remplacés par d'autres, pas forcément meilleurs pour la santé, l'environnement ou quoi que ce soit, mais dont le nom est facile à prononcer. Alors face à ce manège, la réaction c'est « saleté d'industrie agroalimentaire, ce sont vraiment des salauds !» Il faut dire qu'ils sont gros, brassent beaucoup d'argent et sont donc forcément en tort.
Pour changer de ce qu'on entend un peu partout, permettez-moi de prendre la défense de cette industrie l'espace de 10 secondes, en soulignant qu'un grand nombre de nos attentes à nous les consommateurs sont franchement contradictoires, ignorent souvent la réalité de terrain et sont parfois carrément stupides. C'était le facteur, mon chèque de Nestlé. Il est arrivé un peu en retard ce mois-ci. De nombreuses personnes ont une vision romancée de la nature et de ce qui est naturel. Beaucoup sont nostalgiques d'une époque pas si lointaine où l'être humain aurait vécu en harmonie avec la nature, vivant plus simplement, la majorité des familles cultivant la terre pour subvenir à ses besoins, et ce, en quasi-autarcie. Pourtant, contrairement à ce que beaucoup se plaisent à croire, l'humanité ne vivait pas en équilibre avec la nature par le passé. Il serait plus correct de dire que l'humanité mourait en équilibre avec la nature par le passé. Ça se voit particulièrement quand on s'intéresse au taux de mortalité des enfants de moins de 15 ans avant la révolution industrielle. Peu importe l'endroit ou l'époque, durant l'Antiquité, le Moyen-Âge ou durant l'époque moderne, ce taux de mortalité descendait rarement sous les 50%. This is Ku-Allah, the spirit tree. For generations it has guided the... You have to get us the out of here! These people are backward savages! They eat every third baby because they think it makes fruit grow bigger! Everyone's gross and they all smell like piss all the time! Vous savez pourquoi nous ne vivons plus dans la nature aujourd'hui? Parce qu'en dehors des quelques jours de camping estivaux avec du matériel dernier cri au milieu d'un paysage à couper le souffle, ou des reportages animaliers sur un écran haute définition dans un appartement basse énergie, la nature, c'est de la merde, de la grosse merde. Si l'être humain est effectivement un produit de la nature, celle-ci n'a pas vocation à lui être confortable, à le rendre heureux ou à assurer sa survie. Notre planète n'est pas un endroit plaisant où il fait bon vivre, c'est plutôt l'endroit de l'univers le moins horrible à notre connaissance. 71% de la surface du globe est couverte d'eau salée, milieu qui nous est hostile. Dans ce qui reste, de gros morceaux sont des déserts arides, alors qu'à d'autres endroits, les hivers sont parfois très rigoureux. Rappelons que par le passé, en Europe, les amputations liées au froid étaient courantes, si bien que les négatifs des mains de nos ancêtres laissés dans les cavernes comportent souvent 3 ou 4 doigts, par exemple. Depuis le début de l'histoire de cette planète, de nombreuses météorites se sont écrasées dessus, parfois au point de détruire la plupart des espèces qui vivent à sa surface. Tous les ans, nous subissons tremblements de terre, ouragans, inondations et tsunamis. Rappelons le tsunami de 2004 dans l'océan Indien qui a fait plus de 200 000 victimes. Pendant très longtemps, l'être humain a dû lutter contre de nombreux prédateurs. Encore aujourd'hui, parasites, moustiques et autres pourrissent la vie de milliards d'êtres humains. Regardez ce fruit, il a pour particularité d'être une véritable petite grenade, éjectant les graines à des vitesses initiales pouvant atteindre 250 km/h. Et si le fruit peut être consommé après avoir été bien cuit, ce n'est pas le cas de tout ce qu'on trouve dans la nature. Il n'y a rien de plus facile que de tomber sur des produits naturels contenant des composés hautement toxiques ou cancérigènes pour l'être humain. Mon chèque du nouvel ordre mondial. Quoi, je vous fais pas rire avec mes histoires de chèques. Ok, essayons autre chose. C'est un type dans le train, en route vers le boulot, quand soudainement un chat s'installe en face de lui et, comme si de rien n'était, ouvre un journal. Interloqué, l'homme échoue alors à détacher son regard du félin, qui finit par lui dire avec irritation « Vous voulez ma photo ?» Gêné, l'homme répond « Non, c'est juste qu'un chat qui prend le train, on ne voit pas ça tous les jours. » Le chat lui lance alors, avant de replonger dans son journal « Regardez-moi bien dans ce cas, parce que vous n'allez pas me revoir de sitôt. Demain, ma voiture sera réparée. » Certains utilisent l'appel à la nature non pas pour défendre un produit, genre une crème pour le visage ou un matelas, mais pour défendre des positions morales en invoquant l'ordre naturel des choses. Ils vous diront par exemple un truc du genre « Je suis contre l'homosexualité, car ce n'est pas naturel », ou encore « Oui, cette gazelle souffre, vide et vivante par ce lion, mais c'est l'ordre naturel des choses, ça, il n'y a donc aucune raison de s'en inquiéter ou de vouloir le changer ». L'appel à la nature pour s'opposer à l'homosexualité est d'autant plus effarant que l'homosexualité semble en fait être omniprésente dans la nature. Des comportements homoérotiques ont été observés maintes fois en dehors de l'espèce humaine. Dans ses recherches, forcément controversées vu le sujet, un biologiste canadien a par exemple observé pareil comportement dans des centaines d'espèces.
Tout ceci ne change toutefois rien au fait qu'on est occupé de construire une maison sur du sable. Vouloir aligner ses valeurs morales sur l'ordre naturel des choses est absurde, parce que la nature n'est ni morale, ni immorale. La nature est amorale. Un lion qui mange une gazelle vivante ne le fait sans aucune bonne ou mauvaise intention vis-à-vis de la gazelle. Il veut juste se nourrir. Il en est de même pour nous chaque fois que nous mettons un morceau de viande dans notre assiette. À la différence du lion dont on ne peut pas attendre qu'il développe soudainement un sens moral et cherche des alternatives à la mise à mort d'animaux pour se nourrir, nous sommes en revanche capables de le faire et ne devrions pas fuir cet exercice sous prétexte que le lion ne le fait pas. Si vous faites partie de ceux ayant l'habitude de faire usage de l'appel à la nature dans leurs discussions, vous allez peut-être me demander « Ok, qu'est-ce que je propose en alternative ?» Je vais me mettre dans la peau d'un vendeur de crème glacée qui n'a pas que le pognon en tête et désire être droit dans ses bottes. Plutôt que d'attirer mes clients en criant haut et fort que je n'utilise que des produits d'origine naturelle, voici des choses qui me semblent plus pertinentes et surtout moins creuses à mettre en avant. 1. Je peux avancer que le service est de qualité. Je suis toujours souriant, quand la file n'est pas trop longue, j'aime demander aux gens d'où ils viennent, et je leur raconte des blagues. 2. Je peux dire qu'il y a ici beaucoup de savoir-faire, que mes crèmes glacées sont particulièrement onctueuses, riches et savoureuses, qu'elles sont toujours fraîches, et que j'évite de les bourrer de sucre. 3. Je peux dire que mes prix sont compétitifs, et les portions généreuses. Alors je sais, convaincre avec de mauvais arguments est souvent bien plus facile que de convaincre avec de bons arguments. Dans la tête de certains, si une crème glacée est réellement de qualité, il n'y a pas à avoir honte d'utiliser des arguments douteux pour la refourguer aux gens. Après tout, cette crème est excellente, où est le problème? Mais faire ça, c'est jouer avec le feu. En banalisant l'usage des mauvais arguments, on prend le risque de les voir se retourner contre nous lorsque des gens utiliseront ces mêmes mauvais arguments pour défendre des choses qui ne nous plaisent vraiment pas. Imaginons que vous arrivez à faire changer d'avis des personnes hostiles à l'homosexualité via un appel à la nature en soulignant que l'homosexualité est naturelle et donc acceptable. Ces mêmes personnes pourraient revenir plus tard en défendant un truc Y inacceptable à vos yeux via un appel à la nature. Et là... vous serez foutu, car à moins d'accepter Y à votre tour, vous serez forcé de rouvrir le dossier sur l'homosexualité et reconnaître que vos arguments pour défendre l'homosexualité étaient en carton. C'est tout pour aujourd'hui, Cajou et moi espérons que vous avez apprécié cet épisode. Si vous pensez que mon travail mérite un petit coup de pouce, n'oubliez pas de me lâcher de quoi m'acheter un peu de crème glacée sur Utip ou Tipeee, et si vous ne voulez pas rater la suite, pensez à vous abonner. N'oubliez pas non plus de remercier NordVPN d'avoir financé en partie cet épisode, ce que vous pouvez faire très facilement en essayant sans engagement leur service pendant 30 jours. Vive l'esprit critique et vive la science, et à très bientôt pour la suite.